Là. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis Catherine Boileau, je suis généticienne et je suis en fait chef du service de biochimie et de génétique à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, où se fait pour beaucoup d'entre vous, ici ou ailleurs, le diagnostic moléculaire du syndrome de Marfan. Donc, les membres de l'association m'ont demandé de venir vous parler aujourd'hui d'une structure qui a été mise en place il y a maintenant 1 an et qui fait partie de ce qu'on appelle la structuration nationale des activités de prise en charge à tous les points de vue des maladies rares. Donc la Fondation Maladies Rares, en fait, elle est issue du 2e plan Maladies Rares. Vous savez qu'il y a eu un premier plan qui a été mis en place au début des années 2000, au milieu des années 2000, et qui ont permis justement la reconnaissance et le financement des centres de référence pour toutes les maladies rares, ou tout du moins une grande partie des maladies rares. Et c'est comme ça que le centre de Bichat a été mis en place. Mise en place aussi de centres de compétences, c'est-à-dire des relais régionaux des centres nationaux de référence. Et c'est comme ça que vous avez les centres de compétences marquants de Lyon, de Rennes, de Toulouse, de Marseille, de Nancy, si j'en oublie. Bordeaux-Dijon, voilà. Donc ça nous explique ce qui s'est passé pour l'enfant. Et en parallèle, il y a aussi eu des lignes budgétaires qui ont permis de soutenir les activités de diagnostic, recruter des personnels et amplifier nos capacités à rendre des résultats génétiques. Alors, à l'issue du succès de ce premier plan Maladies Rares, un 2e plan a vu le jour suite à des réunions de réflexion sur le bilan du premier plan. Parmi les personnes qui ont siégé dans le comité dont le rapport a donné naissance au 2e plan, il y avait notamment Paulette Morin, qu'il faut remercier chaleureusement parce qu'elle a eu un rôle très important pour l'association et pour nous tous, que ce soit les malades, les professionnels, parce que véritablement ça a été une bouffée d'oxygène, ce premier plan. Donc on avait beaucoup d'espoir sur le 2e plan, et comme vous voyez, en fait, ça marche, oui, ça marche. Le 2e plan donc, a démarré en 2011. En fait, il s'est mis en marche assez lentement, mais il avait 3 axes. C'était de continuer finalement d'encadrer et d'aider la qualité, d'aider la prise en charge des patients, bien évidemment, continuer à développer la recherche au plan des maladies rares, et puis ça s'inscrivait aussi, ce plan, dans un mouvement européen qui est de structurer la recherche dans tous les pays d'Europe et de créer des liens entre les pays et les professionnels dans les pays. Et donc, en fait, pour continuer notamment à développer la recherche dans le cadre de l'axe B du plan Maladies Rares, a été mise en place la Fondation Maladies Rares dont je vais vous parler aujourd'hui, et parallèlement, ont été rattachées à la Fondation Maladies Rares 2 structures qui ont été financées dans le cadre de ce dont vous avez entendu parler, comme étant les investissements d'avenir qui sont liés au grand emprunt qui a été fait par le gouvernement Fillon. Et donc, je reviendrai sur deux structures qui ont été mises en place, qui concernent aussi les maladies rares et qui ont été rattachées à la Fondation. Donc, qu'est-ce que la Fondation? La Fondation, quels sont ses membres fondateurs? En fait, c'est une association étroite entre le soin, la prise en charge et le diagnostic et les associations de malades. Donc, la recherche, eh bien, c'est l'INSERM, qui est un des membres fondateurs. Elle est représentée par l'INSERM, donc qui est un des membres fondateurs, mais aussi par l'AFM Téléthon, qui est un grand pourvoyeur de fonds dans le domaine des maladies rares. Donc ça, c'est pour les aspects, je dirais, recherche. Vous rajoutez à cela le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé. En parallèle, bien évidemment, les associations de malades sont impliquées dans la Fondation Maladies Rares à travers leur alliance, qui s'appelle l'Alliance Maladies Rares. Et puis, vous avez les acteurs du soin
et aussi d'un autre aspect de la recherche. Vous avez les acteurs du soin qui sont donc les CHU et qui sont représentés à travers la conférence des directeurs généraux des CHU et la conférence des présidents d'université. Et donc, ceci vous donne une idée du maillage territorial des membres fondateurs de cette Fondation Maladies Rares au niveau universitaire et au niveau hospitalier. Ensuite, donc, une fois tous ces acteurs réunis, ils ont nommé des représentants pour constituer une structure de pilotage qui est le conseil d'administration de la Fondation Maladies Rares. Donc il y a les représentants de tous les membres fondateurs, plus ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, qui sont en fait membres du conseil d'administration pour leur expertise dans des domaines extrêmement variables, puisque vous avez des experts généticiens comme Jean-Jacques Cassimon ou Marie-Geneviève Mattei, mais vous avez aussi des experts des sciences humaines et sociales, d'économie de la santé, d'épidémiologie, etc. Et vous avez aussi le professeur Gilles Tchernia qui a véritablement piloté toute la réflexion qui a donné naissance à ce deuxième plan Maladies Rares. Et puis vous avez un clinicien bien connu dans le monde de la néphrologie, qui est le professeur Grunfeld. Donc une fois ces personnalités qualifiées réunies et avec les représentants des différentes instances fondatrices de la Fondation, il y a eu une élection d'un président de cette Fondation, qui est en fait le professeur Grunfeld. Donc qu'est-ce que la Fondation à l'heure actuelle? C'est donc ce grand conseil d'administration qui comprend un certain nombre de membres qui veillent en fait au pilotage des activités de la Fondation. Mais au quotidien, la Fondation est dirigée par un directeur qui est le professeur Nicolas Lévy, qui est mon homologue, je dirais, en termes hospitalo-universitaires à Marseille. Et il est aidé dans son activité dans la Fondation, dans le pilotage de la Fondation, par une directrice opérationnelle qui est Madame Hubert. A été mis en place aussi, parallèlement, un comité scientifique fait de plus de 40 membres, non seulement des sciences venant, je dirais, du monde des sciences de la santé, des sciences de la vie, donc de la biologie, mais aussi épidémiologistes, psychologues, psychiatres, etc. Donc en fait, ce n'est pas uniquement un conseil scientifique, je dirais, scientifique au sens recherche biologique, c'est véritablement tous les pans de la recherche, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le thème, dans le domaine des maladies rares, sont représentés dans ce conseil scientifique. Et puis, bien évidemment, il y a des partenaires et des mécènes, car la Fondation a eu des fonds pour sa mise en place, mais elle a besoin d'avoir recours à des recueils de fonds pour pouvoir soutenir ses actions. Alors, à côté de cet organisme de pilotage, je dirais, de stratégie, qui est le conseil d'administration, et de la structure véritablement opérationnelle qui est à Paris, il y a relayé au plan régional 7 délégués régionaux qui sont chargés de relayer et amplifier dans les interrégions dont ils ont la responsabilité les actions de la Fondation, et certains d'entre vous les ont peut-être rencontrés. Ensuite, quelles sont les missions et les activités de la Fondation? Alors vous allez hurler quand vous allez voir apparaître les choses les unes derrière les autres, je suis navrée. Ce ne sont pas mes diapositives, mais il n'y a pas moyen non plus, je pense, simple, de montrer toutes les actions dans lesquelles doit s'impliquer la Fondation. Alors je vais y aller lentement. La première chose, c'est de contribuer à la collecte des données cliniques et biologiques qui concernent toutes les maladies rares. Donc vous imaginez, c'est un travail monumental, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de milliers de maladies rares, parfois on n'en est qu'une. Et pourquoi faire cela? Parce qu'on a besoin de véritablement avoir des données concrètes en ce qui concerne les maladies rares. Par principe, elles sont rares, elles sont échappées pendant longtemps à tout ce qui était finalement, je dirais, des analyses en termes d'épidémiologie, de statistiques médicales, de statistiques de santé et de qualité de vie qu'il faut recueillir au plan national pour pouvoir ajuster au mieux la politique nationale en ce qui concerne les maladies rares. Et donc, ça c'était une première chose. La deuxième chose, c'est essayer de concentrer, comme chacune de ces maladies sont rares,
c'est en fait de réunir dans une seule structure toutes les données cliniques et biologiques qui concernent ces maladies rares et former en quelque sorte un espèce des bases de données en réalité qui permettront de fournir ces indicateurs épidémiologiques dont je vous ai parlé, notamment au niveau, non seulement au niveau national, mais aussi de pouvoir les fusionner avec les données des autres pays européens pour avoir une vision européenne des maladies rares. L'autre aspect, c'est aussi de collecter des bases de données cliniques, biologiques, moléculaires, pour finalement recenser ces maladies et constituer une sorte de registre vers lesquels peuvent se tourner les industries pharmaceutiques lorsqu'elles ont la possibilité de mettre en place des protocoles de recherche pour tester des nouveaux médicaments ciblés contre certaines maladies rares. Or, le problème, c'est que, par principe, ces maladies sont rares, donc il y a peu d'individus touchés dans un pays, mais si on a le moyen d'interroger les responsables de chaque pays, on a le moyen de réunir suffisamment de malades pour constituer un protocole de recherche qui aura une puissance suffisante pour répondre aux questions que se posent l'industrie pharmaceutique lorsqu'elle met au point un traitement. Autre aspect des missions de la Fondation, c'est de faciliter pour les chercheurs, quel qu'en soit le champ d'action, faciliter l'accès aux ressources. Alors ces ressources, ce sont des ressources technologiques. Vous savez que pour la recherche, je dirais, ce qu'on appelle la wet recherche, c'est-à-dire celle qui se fait en laboratoire, à l'heure actuelle, on dispose de machines extrêmement sophistiquées mais très coûteuses qui sont localisées sur des plateformes et il est important que les chercheurs soient non seulement avertis de l'existence de ces plateformes, mais que des financements leur soient donnés pour pouvoir accéder à ces plateformes pour poursuivre leurs activités de recherche. Donc, faciliter l'accès aux ressources technologiques, faciliter l'accès à du financement des recherches, soit à travers les appels d'offres de recherche propres de la Fondation, soit à travers une aide que la Fondation peut apporter pour mettre en relation des chercheurs avec des financeurs potentiels, qu'ils soient publics ou privés. Autre axe, c'est tout le problématique de la mise en place des essais cliniques, justement pour des nouveaux axes thérapeutiques. Vous savez que les maladies rares sont rares, donc les malades sont rares, ça veut dire qu'en retombée économique pour une industrie pharmaceutique, le domaine d'intervention d'un médicament qui aura été très cher à développer est faible. Et donc, finalement, le rapport bénéfice-coût pour l'industrie pharmaceutique, pendant longtemps, a été considéré comme pas intéressant. Et donc, finalement, il y a beaucoup de travaux de recherche de nouvelles thérapies pour les maladies rares qui sont menés non pas par l'industrie pharmaceutique, mais par les laboratoires de recherche académiques. Or, le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Une fois qu'on a trouvé, je dirais, les concepts de base scientifique qui permettent d'envisager de développer une molécule contre une altération d'une voie métabolique ou d'une voie biologique qui est altérée dans une maladie rare, une fois qu'on veut tester la potentialité d'une nouvelle molécule, il faut faire ce qu'on appelle des études préalables avant de rentrer dans les études cliniques proprement dites qui vont finalement aboutir à des essais cliniques chez l'homme, puis la mise sur le marché. Or ça a un coût. Selon les étapes auxquelles on se place dans ce processus, le coût est plus ou moins important. Et donc le rôle de la Fondation est d'aider les équipes de recherche qui ont fait la preuve sur leurs travaux qu'ils ont bel et bien une nouvelle approche thérapeutique possible, de trouver le financement soit à travers la Fondation, soit à travers des partenariats qu'a la Fondation pour faire la mise en route de ce développement de nouvelles molécules. Et ça, c'est un aspect très important. Troisième aspect, et ça j'y reviendrai, c'est de soutenir la recherche en sciences humaines et sociales. Là, en effet, pendant des années, même sans être un biologiste ou un chercheur qui fait des demandes d'argent, vous savez bien qu'un des grands succès du Téléthon, ça a été de récupérer de l'argent pour financer les activités de recherche
sur les maladies rares, mais dans le domaine de la biologie. Par contre, il est apparu au fur et à mesure que le domaine devenait mieux connu, qu'il y avait un pan complet qui avait été complètement ignoré, ce sont les malades eux-mêmes, leur qualité de vie, et comment ils vivent, ou comment on peut intervenir même pour améliorer la qualité de vie, que ce soit au sens de la vie personnelle, que de la vie professionnelle, que de la vie à l'école pour les enfants, etc. Et donc, ce sont un autre pan de la recherche qui a été complètement abandonné pour les maladies rares, c'est la recherche en sciences humaines et sociales. Et ça, c'est un rôle majeur de la Fondation, et j'y reviendrai. Avant l'ANIRACT, je vous en ai parlé, contribuer finalement à enrichir la coopération européenne. Les maladies rares sont rares, on a besoin de collaborer avec des équipes internationales pour accumuler finalement une masse critique suffisante qui permette soit de faire des recherches, soit d'être entendu par les politiques pour obtenir des financements, que ce soit pour du diagnostic, pour de la recherche, pour du traitement. Donc, structuration européenne et rôle majeur dans la Fondation dans cette structure européenne. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'autre débouché, c'est le pouvoir de lobby. C'est contribuer à la politique nationale des maladies rares. On a à l'heure actuelle un plan Maladies rares 2 qui se développe, mais qui souffre beaucoup du manque de financement public que vous connaissez en France à l'heure actuelle. Et donc, cette politique nationale des maladies rares, il faut être extrêmement vigilant qu'elle ne passe pas à la trappe face à d'autres priorités nationales. J'ai été un petit peu longue, je m'excuse, je vais y aller plus rapidement. Faciliter l'accès aux ressources, je vous en ai parlé, et ça c'est peut-être pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'être impliqués dans des protocoles de recherche, du fait par protocole de recherche mené par le Centre national Marfan et les centres de compétences. Et bien ces protocoles de recherche, en fait, on ne peut les faire que grâce à des financements qui nous arrivent par différentes voies. Et une nouvelle voie, c'est donc la Fondation Maladies Rares, qui a un certain nombre d'appels à projets cette année, que je marque ici, et qui concernent tant des études de gènes, que des études de biologie, que des études de sciences humaines, de création de modèles animaux. Alors quand on parle sur un modèle animal, on pense à la souris, hein, on parle toujours des souris transgéniques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres modèles qui sont très importants pour les maladies rares, comme un ver qui s'appelle le Caenorhabditis elegans, un poisson, le poisson zèbre, etc. Je suis navrée pour les gens qui sont qui luttent contre l'utilisation des animaux en recherche, mais hélas, ça nous aide bien quand même pour avancer. Autre chose, et j'y reviens là, c'est la recherche en sciences humaines et sociales. Il y a eu un premier appel à projet qui a été lancé en décembre 2012, et qui sur le thème des sciences humaines et sociales. Il a remporté un succès absolument inattendu, puisque nous pensions avoir peut-être une soumission de 3-4 projets. On en a eu 70. Donc ça montre bien qu'il y a un pan entier de la recherche sur les maladies rares qui a été complètement sous-estimé. Alors quels sont ces projets? Il y en a beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un dossier soit éligible au moins à être évalué dans le cadre de ces appels d'offres, il doit émaner d'une association de malades et d'un centre de référence et des centres de compétences. Donc ça veut dire que ça met au premier plan ce qu'on fait aujourd'hui dans cette salle, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire les relations que nous avons, nous les gens, les professionnels de soins, de recherche, avec l'association, pour nous tourner vers un autre aspect qui n'est pas celui vers lequel vous nous avez toujours soutenus, vous êtes toujours tournés vers nous. Cette fois-ci, nous nous tournons vers vous pour voir quels sont vos problèmes. Et je pense qu'il va y avoir un deuxième appel d'offres qui va être lancé cette année. Et il serait bon qu'on y réponde en commun, l'association et le centre de référencement. Et en parallèle, donc, il y a aussi, et je le souligne, pour peut-être des représentants des psychologues et autres, c'est que, ou d'économistes de la santé, ou d'épidémiologie, etc., ce sont des pans entiers de la recherche fondamentale qui sont très mal soutenus, et donc la Fondation a réussi à lancer 3 bourses de recherche, et ça c'est important à savoir pour ceux d'entre vous qui sont des spécialistes dans la salle, parce que c'est un endroit où on peut financer nos jeunes collègues.
Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ce... Je prends un peu plus de temps que ça n'avait été prévu. J'avais prévenu Laurence que de toute façon je déborderais parce que je suis incapable de travailler, comme vous l'avez vu, de mettre au point quoi que ce soit sur un ordinateur et de calculer mon temps. Donc voilà, je vous laisse ça sous les yeux quand même un petit moment pour vous montrer le type de recherche que nous pourrions faire en commun, vous et nous, autour de cet appel d'offres sciences humaines et sociales. Donc vous voyez, il y a tout un aspect qui peut être pris en compte, c'est le parcours du diagnostic, et de vraiment d'étudier qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour essayer de comprendre ensuite comment on peut l'améliorer, et ça c'est un très important, non seulement au plan de la technique, c'est-à-dire est-ce que le centre de référence correspond à ce que vous en attendez, ou est-ce que finalement ils sont odieux, enfin bon bref, je galège, hein. Mais disons que est-ce qu'au plan médical, il rend service, il répond à la demande et aux besoins médicaux, mais aussi une autre composante qui est l'annonce et la prise en charge du diagnostic chez la personne malade et son entourage, toute la dimension humaine, personnelle, sociétale. Ça, c'est un aspect. Les nouvelles technologies en génétique, ça, c'est toute la problématique, notamment vous savez qu'on voit dans les journaux régulièrement des grandes annonces, on va pouvoir séquencer tout votre génome et on va vous dire non seulement si vous êtes marfan, mais si en plus vous allez tuer votre femme, être homosexuel, avoir une polyarthrite rhumatoïde, un cancer du sein, un cancer du côlon. Ça, c'est les grandes promesses dont on entend parler dans la presse grand public. Mais ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que véritablement, on a la capacité, on va avoir la capacité, dans le cadre du diagnostic, on le fait déjà en recherche, mais on va avoir la capacité dans le cadre du diagnostic de ne faire notre étude génétique qu'une seule fois pour chacun d'entre nous, une seule fois dans notre vie. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va obtenir notre Bible ADN aux uns et aux autres. Alors, dans cette Bible ADN, il y a beaucoup de choses. On va tous apprendre tout d'un coup des choses. Est-ce qu'il faut qu'on nous les dise? Comment traiter cette information? Donc vous voyez qu'il y a toute une dimension qui ne dépend pas de nous, qui dépend de ce qu'on peut faire en commun. Enfin, intégration éducative, sociétale, professionnelle des personnes atteintes de maladies rares. Ça, c'est votre quotidien, c'est le quotidien de vos enfants. Et là aussi, il y a des études qui peuvent être menées. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on essaye de monter ensemble un dossier pour des axes qui pourraient être les plus pertinents. Le questionnaire dont je parlais tout à l'heure, il y aura une partie sur l'intégration éducative, sociale et professionnelle. Voilà. Enfin, bon, je voulais seulement vous dire que donc, il y a une collaboration entre la Fondation et l'Europe qui est extrêmement forte, qui se fait notamment à travers de quelque chose dont vous avez entendu parler en France, qui est le portail Orphanet, et qui est relayé au plan européen par quelque chose qu'on appelle IRDIC et RD Connect. C'est seulement des noms que je vous donne, c'est pas retenir, c'est pour vous dire que tout ça, ça remonte à l'Europe, où tout le monde est actif au niveau européen pour faire du lobby pour les maladies rares. Voilà, bon. Un site sur lequel vous pouvez aller, vous pourrez vous renseigner plus sur ce qu'est la Fondation. Et je dois avouer qu'en un an de fonctionnement, la Fondation, hélas, est débordée par son succès. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai perdu mon temps.